On a eu un stagiaire une fois extraordinaire. On faisait à l'époque des footings, c'était en période de candidature le midi. Et donc il y a un petit jeune stagiaire qui court à côté de Tony et qui lui dit « Et sinon, toi, tu fais quoi à Paris 2024 ?» Donc comme quoi. Salut à tous, aujourd'hui j'ai pris ma petite caméra et je suis au COJO du côté de Saint-Denis avec Marie Baudou-Barsac, directrice exécutive de l'impact et de l'héritage de Paris 2024. Bonjour Marie. Bonjour François. On va se mettre en place dans un instant dans le studio. On va bien sûr parler des jeux, du sport, de l'impact justement et de l'héritage. Et puis vous pouvez bien sûr vous abonner sur la chaîne et nous liker sur les réseaux. A tout de suite. One, two. Trio. Voilà, c'est parti. Ça tourne. One, two, trio, bon, c'est une petite interview durant laquelle on prend le temps de parler de sport. Un entretien long format, entrecoupé parfois avec des petites interviews un peu personnalisées. Voilà, Marie, les jeux se rapprochent, tu es d'accord? Oui, tout à fait. La pression monte. Quelques semaines. Il y a combien de personnes désormais? Là, on est au COJO, il y a combien de personnes? On a franchi la barre des 3200, je crois. Ouais. Donc on est bien, on sera 4000. Ouais. Et vous êtes partis, vous étiez combien? On était 20, 22, pour être précis. Bon, ton titre exact aujourd'hui? Directrice exécutive, impact et héritage. Bon, toi, tu as combien de personnes dans ton équipe? Alors là, j'ai une douzaine de personnes dans mon équipe. On a été un peu plus nombreux, mais maintenant, on s'oriente vers la livraison des jeux. Donc, il y a des équipes qui sont parties pour renforcer les autres équipes qui s'occupent de la livraison des jeux, parce que l'effort sur l'héritage, c'est un petit peu en amont des jeux quand même. L'héritage, c'est quoi en fait? La définition, on va bien sûr développer, mais en quelques mots. Alors l'héritage, en fait, c'est deux choses au sens du CIO. C'est à la fois des équipements matériels que l'on va laisser au-delà des jeux. Donc pour Paris 24, c'est assez limité, on y reviendra, mais c'est juste un centre aquatique et des quartiers, des villages, le village des athlètes, le village des médias. Mais c'est aussi de l'héritage qu'on appelle intangible. Et donc c'est des programmes pour nous qu'on a souhaité à impact social positif pour pouvoir montrer que les jeux de Paris 24 seraient utiles à notre pays. Bon, là, on est à quelques semaines des Jeux. Est-ce qu'on sent la ferveur monter ou il y a encore ce bashing anti-JO qui résonne, là, un peu qu'on a un peu entendu un peu trop? Oui, c'est vrai, mais en même temps, depuis le parcours de la Flamme, le lancement de l'arrivée de la Flamme à Marseille, nous, on sent quand même une ferveur populaire incroyable dans toutes les villes-étapes. C'est assez dingue. Je ne sais pas, François, si vous êtes allé sur un des sites du parcours de la Flamme, mais c'est incroyable. Il y a eu vraiment un gros engouement populaire. Donc nous, on considère que les Jeux sont lancés et que les Français seront au rendez-vous. Bon, très bien. Quand on travaille au COJO, on est forcément une fan de sport? Ah oui, on est beaucoup de fans de sport quand même. Oui, je crois que les Jeux ont été vraiment une occasion pour beaucoup de se poser la question de dire « et si je réalisais mon rêve et si j'allais travailler dans le secteur du sport ?» Ça a été quand même ça pour beaucoup de collaborateurs. Donc ici, on parle énormément de sport. Les pauses déj, les pauses café, bah, c'est sympa parce qu'on parle de sport. Et puis, on a tous aussi une relation au sport particulière très diverse. Parce qu'ici, on a beaucoup de profils différents. On a aussi des âges très différents, une grande palette. Donc, du coup, oui, le sport sous toutes ses coutures. Bon, il faut connaître la carrière de Tony Estanguet pour travailler au COJO? Alors, pas forcément. On a eu un stagiaire une fois extraordinaire. On faisait à l'époque des footings, c'était en période de candidature le midi. Et donc, il y a un petit jeune stagiaire qui court à côté de Tony et qui lui dit « Et sinon, toi, tu fais quoi à Paris 2024 ?» Donc, comme quoi. Bon, allez, on va faire un petit questionnaire JO, tiens, pour commencer. Voilà. Si tu devais retenir un souvenir de Jeux Olympiques. Ah, alors c'est un souvenir personnel, c'était à Atlanta 96, j'étais au Guatemala sac à dos avec des copains et évidemment tous les soirs on cherchait à voir les jeux et là dans le petit village où nous étions, pas de télé à l'hôtel, pas de resto, rien, donc du coup on est allé chez l'habitant et on a vécu le concours de la longueur, c'était la longueur ce soir-là qui était incroyable. Moi j'avais des enfants sur les genoux, on parlait espagnol et on faisait découvrir l'athlétisme à ces chers guatémaltèques, c'était top. Je ne me souviens plus qui avait remporté la longueur à Atlanta. Alors Carl Lewis quand même, King Carl. Ah oui, oui, encore à Atlanta. Oui, et surtout McPowell, parce qu'il y a toujours eu une relation particulière entre eux, n'a fini que 5e à ce concours. Un champion qui t'a marqué?
Alors, un champion qui m'a marqué, il y a une championne qui m'a marqué, pour qui j'ai une admiration incroyable, c'est Marie-Amélie Le Fur. Je la trouve incroyable, c'est une athlète paralympique en athlétisme. Elle a fait 4 jeux, elle a gagné 9 médailles paralympiques. Elle a été sur les épreuves reines des Jeux paralympiques. Elle a une histoire incroyable et surtout aujourd'hui elle dirige le comité paralympique français et elle le maîtrise d'une main de maître. Elle va faire découvrir les Jeux paralympiques à la France entière puisque c'est la première fois qu'on va accueillir les Jeux paralympiques et elle travaille sur le sujet de l'inclusion pour qu'on change le regard des Français sur le handicap. Et elle est aussi maman, dirigeante, sportive. Enfin bref, c'est une femme accomplie qui est extrêmement inspirante. Est-ce que le regard change justement parce que on entend que les billets ne se vendent pas forcément, que c'est plus compliqué Oui, les Jeux paralympiques, c'est toujours plus compliqué. Il y a beaucoup d'éditions des Jeux qui ont vendu leurs billets entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. On fait aussi ce pari. C'était le cas pour Londres, par exemple, parce qu'on a tous été enthousiasmés par les Jeux olympiques et du coup, on a envie d'y retourner 15 jours après pour les Jeux paralympiques. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir quand même cet engouement au lendemain des Jeux. Pour autant, il y a quand même des programmes qui ont été mis en place en amont des Jeux, notamment des programmes qu'on a mis en place dans ma direction sur les sujets d'éducation. On a beaucoup travaillé pour faire découvrir les parasports, initier les jeunes aux disciplines paralympiques. On a créé des moments de rencontre, notamment avec les semaines olympiques et paralympiques hyper fortes, avec beaucoup d'athlètes paralympiques qui se sont rendus dans les écoles, qui ont parlé de handicap. On a produit beaucoup d'outils pour les enseignants et c'est vrai que tous les ans, cette semaine olympique et paralympique qui a lieu donc, au printemps chaque année, elle a permis de travailler autour de l'inclusion. Cette année, on a eu 2 millions d'enfants qui ont participé à la SOP et 89% d'entre eux ont travaillé sur le sujet du handicap. Donc on a quand même déjà travaillé avec la génération 2024 sur le changement de regard. Et puis les Jeux paralympiques vont être une exposition incroyable justement des athlètes et des sports paralympiques qui va marquer la France comme ça a été le cas pour Londres. En tout cas, on fait tout pour. Tu m'as cité une championne, mais moi je demandais un champion. Champion, alors quand j'étais jeune, dans ma chambre, j'avais deux portraits de champions dans mon placard. À gauche, j'avais Jean-Pierre Rive et à droite, j'avais Carl Lewis. Bon, mes copines ne connaissaient pas forcément mes champions, mais en tout cas, moi, c'était mes stars à l'époque. Bon, Carl Lewis. Une épreuve dont tu es peut-être la seule à avoir le souvenir. Alors, seul je sais pas, mais il y a un concours de la longueur que j'ai adoré, 91 à Tokyo, Carl Lewis encore et Mike Powell. Non mais un concours de dingue, je ne sais pas si tu te souviens François, mais Powell a été stratosphérique ce soir-là, il a explosé le record de Bob Beamon, il a battu le King Carl, enfin c'était dingue. Bon, c'était les championnats du monde. Hein, ouais, championnat du monde. Dans un questionnaire JO. Attention, je peux être pointilleux. Est-ce qu'il y a une remise de médaille dont tu as le souvenir et qui t'a ému? Alors Brahim Asloum, j'avoue, ouais, ça m'a beaucoup ému. Je l'ai trouvé tellement touchant, un enfant sur le podium. Moi, je ne le connaissais pas avant qu'il ait cette médaille, comme peu de Français, je crois. Voilà, et je crois qu'il a incarné ce que représentent les Jeux quand on est un athlète d'une discipline amateur, pas connu. D'ailleurs, ça lui a ouvert de grands horizons. Brahim, aujourd'hui, fait une chouette carrière et il était extrêmement émouvant sur son podium. Je crois que c'était la première médaille d'or en boxe. Hein, oui, exactement. Et puis, ouais. Les JO, donc, on voit quand même que ça évoque quelques souvenirs de fans. Mais qu'est-ce qui fait qu'on vient à travailler comme ça au COJO? C'est quoi le parcours? Alors déjà celui de vouloir travailler dans le sport depuis toujours, puisque mon premier stage quand j'ai fini mes études c'était déjà au comité olympique français, donc j'étais quand même déjà dans l'univers des Jeux et je voulais faire ce stage au comité olympique français. Ce stage a débouché sur 10 ans de salarié du comité olympique français, donc j'étais déjà allée aux Jeux grâce au comité olympique, notamment aux Jeux de Pékin, d'ailleurs nous y étions croisés François, et déjà ça m'avait donné quand même une image de ce qu'étaient les Jeux et travailler surtout sur le développement du sport, puisque au-delà des Jeux, moi ce qui me passionne c'est quand même le développement du sport, comment le sport peut jouer un rôle majeur dans notre société. Moi c'est vraiment ça mon sujet de prédilection, comment le sport est utile à toutes, à tous, et du coup quand la France s'est lancée pour être candidate, je me suis dit non mais c'est sûr, il faut que je fasse partie de l'aventure. Et du coup, j'ai reçu un coup de fil d'un grand monsieur du sport que j'aime beaucoup, Bernard Latasset, qui m'a dit « Tu devrais rencontrer le DG et le DG adjoint, tu pourrais travailler pour Paris 2024, ça pourrait être une belle aventure. » Et donc, du coup, je les ai rencontrés et j'ai rejoint le comité de candidature du coup, au 1er janvier 2016. Donc, ça fait un petit moment maintenant. Voilà, c'était un risque?
Un risque, oui, à l'époque j'étais salariée à la Fédération française de football en CDI, je gagnais bien ma vie, c'est vrai, mais je n'ai pas réfléchi longtemps parce que les Jeux c'est quand même extraordinaire, c'est une fois dans une vie, dans son pays, et c'est un terrain de jeu incroyable. Tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui au comité d'organisation, j'aurais jamais pu le faire ailleurs, en tout cas dans une carrière en France, c'est sûr. Donc non, c'était un risque, mais qui en valait vraiment, vraiment la chandelle. Et puis c'est vrai qu'à l'époque on n'était que candidats, mais on était poussé par une force de conviction, on savait qu'on allait gagner. On était une toute petite équipe, on n'était qu'une cinquantaine, mais ultra mobilisés. On a vécu cette aventure de la candidature comme une chance aussi incroyable pour tout déchirer, faire le max de tout ce qu'on pouvait faire. Chaque fois, on tirait au maximum tout le potentiel de notre projet et ça a marché. Avec quand même le risque que ça échoue, comme pour Paris 2012. Hein. Enfin, il y avait eu aussi déjà une première tentative et ça avait été douloureux quand même. Oui, c'est vrai. Je me souviens, j'étais à la mairie de Paris à l'époque, en 2005. Je voyais toutes les bouteilles de champagne sous les tables prêtes à être montées au-dessus des tables. Et non, elles sont restées sous la table. Les bouteilles de champagne, c'était la douche froide. Oui, c'était très douloureux. C'est un nouveau projet, une nouvelle époque, de nouveaux dirigeants aussi. C'était une candidature qui a été très poussée, portée par des gens du sport, par Tony Estanguet, mais aussi Étienne Thaubois, Guy Drut à l'époque faisait partie de l'aventure. On avait vraiment Bernard Lapasset, bien sûr. On avait des grands dirigeants du sport qui nous ont vraiment poussés. Et puis, encore une fois, une énergie folle, des politiques qui étaient à leur place, mais qui aussi prenaient des engagements hyper forts. On a une alliance, en fait, aussi transpartisane, déjà à l'époque de la candidature, qui a été très forte. Et puis, toutes les planètes ont fini par s'aligner. Voilà, ça a été une belle aventure. Et puis, Hélène n'est pas partie perdant, puisqu'ils sont les Jeux de 2028, ça sera aussi très sympa. Peut-être une impression personnelle, mais on entend beaucoup parler d'héritage. Et moi, j'avais la sensation quand même, j'ai couvert 5 fois les Jeux, qu'on n'en entendait pas parler avant. C'est peut-être moi qui n'étais pas très ouvert d'esprit, mais... Non, mais oui, c'est vrai que l'héritage a longtemps été défini comme les objets qu'on laisse au lendemain des Jeux pour le bien du territoire, pour développer le sport. En gros, c'était ça le schéma, avec un risque d'éléphant blanc qu'on a pu connaître dans quelques éditions des Jeux. Je crois qu'on a quelques images tous en tête, je ne vais pas les décrire, mais en tout cas, ce risque-là d'avoir à construire des équipements qui mobilisent énormément d'argent et qui n'ont pas d'utilité au lendemain des Jeux, c'est vraiment ça aujourd'hui ce qui a marqué l'héritage des Jeux olympiques jusqu'à maintenant. Pour Paris 2024, nous on a vraiment été à une époque où le comité d'organisation, au comité olympique, international olympique, on a changé aussi du prisme en se disant qu'il fallait quand même aller vers des Jeux plus responsables, qui prenaient en compte quand même les enjeux de sobriété économique, mais aussi de limiter l'empreinte carbone de l'organisation des Jeux et d'un héritage aussi un peu plus social pour marquer le pays de façon positive. Et donc nous on s'est vraiment engouffré dans cette brèche-là et on en a fait vraiment un argument de candidature. Donc on était à l'époque face à Hélène notamment qui vendait les jeux entertainment à l'américaine, waouh à fond. Et nous on a vendu évidemment ça parce que nos jeux seront complètement waouh autant que les Américains, mais en plus ils auront un impact positif, un impact social positif. Donc c'est ce qu'on a expliqué déjà à l'époque de la candidature avec un programme, une stratégie d'héritage et de durabilité qui a posé les bases et qui a permis aujourd'hui de déployer cette stratégie pour avoir des éléments tangibles. Donc typiquement 30 minutes d'activité physique quotidienne aujourd'hui généralisée dans toutes les écoles de France, eh bien c'est un héritage de Paris 2024. Ça concerne toute la génération 2024 pour qu'elle soit en meilleure santé dans quelques années que la génération précédente. Changer le regard sur le handicap, encore une fois, de la génération 2024, c'est pour la vie et c'est aussi un marqueur fort d'héritage. Apprendre à nager à des enfants aujourd'hui dans des quartiers populaires en Seine-Saint-Denis, à Marseille, gratuitement, parce qu'il n'y a pas de piscine dans leur ville, mais qu'on leur donne la possibilité d'apprendre à nager l'été quand ils ne partent pas en vacances, mais ça aussi, c'est un héritage et c'est un impact social positif. Donc c'est comme ça qu'on a construit cette stratégie. Donc c'est vrai que Paris 24 a mis les curseurs assez loin sur ces sujets, parce que d'abord, on construit peu, donc un seul centre aquatique, ce qui veut dire qu'on a pu garder de l'argent pour un héritage immatériel, donc tous ces programmes sociaux, ces programmes en héritage, et on a construit cette stratégie très tôt en candidature, je le disais à l'instant, ce qui fait qu'on a pu lancer la stratégie très tôt. On a aussi créé un fonds de dotation
pour soutenir des projets d'innovation sociale par le sport. Et nos premiers appels à projets ont été lancés en 2020. Donc ce qui veut dire que depuis 2020, on finance des projets d'innovation sociale par le sport partout en France. On en finance 1100. Donc ça concrétise vraiment cette dimension d'héritage et ça permet de faire comprendre du coup que les jeux sont utiles et ça nous permet d'avoir une acceptabilité aujourd'hui des jeux assez intéressante à quelques mois de l'événement. Ça fait des jeux un peu comme un catalyseur parce que bon, quand 30 minutes de sport par jour, même si on comprend la portée, on se dit mais pourquoi ça n'existait pas avant et pourquoi c'est pas répandu dans toutes les écoles, pourquoi c'est pas quelque chose qui serait vraiment, c'est plus on va dire une portée politique qu'une action d'un événement aussi global que les jeux. Mais, oui, c'est dans ce sens-là où les jeux sont utiles et que les jeux peuvent apporter quelque chose. C'est-à-dire qu'effectivement, les 30 minutes, c'est une réponse à une problématique, la lutte contre la sédentarité. Aujourd'hui, 87% des enfants entre 6 et 18 ans ne respectent pas les recommandations de l'OMS, à savoir bouger 1 heure par jour. Donc, est-ce qu'on se satisfait de ça? Est-ce qu'on utilise les jeux juste pour donner envie de faire du sport, mais sans se donner d'objectifs précis, sans se dire que l'on veut vraiment changer ce challenge-là? Non, on se dit, on a les jeux, on va avoir les médias du monde entier qui vont être rivés sur nous, on a un alignement des planètes politiques, puisque tout le monde aujourd'hui est aligné derrière les jeux et veut laisser un héritage fort. Eh bien, prenons des mesures emblématiques et des mesures à fort impact et à forte portée politique. Et donc du coup, ces 30 minutes, aujourd'hui, elles sont intéressantes parce que, en fait, elles sont donc généralisées, donc portées par l'éducation nationale, mais derrière, il y a toutes les villes qui soutiennent, qui font la promotion de ces 30 minutes auprès des écoles de leur territoire. Donc il y a tout un écosystème qui s'est mis derrière cette mesure pour en faire un héritage fort pour le pays. Restons sur cette mesure-là. Quel avenir après les Jeux? Parce qu'on sait aussi qu'il y a le côté un peu caisse de résonance de l'événement qui va arriver, mais moi, connaissant un peu la culture sportive de ce pays, je suis un peu inquiet sur l'après-jeu. Oui, tu as raison, c'est souvent sur ce volet-là que les éditions précédentes ont rencontré des problèmes. Cette mesure, typiquement, elle est déjà généralisée avant les Jeux. Donc, on n'imagine pas qu'on va revenir dessus, puisque aujourd'hui, les écoles sont accompagnées pour la mettre en place. Typiquement, il y a un kit 30 minutes, donc c'est un gros sac haut comme ça, avec plein de matériel sportif, des mini-haies, des dossards, des flags, des ballons, plein de choses pour pouvoir mettre en place l'activité dans l'école. Ça, c'est livré à toutes les écoles de France. Chaque école, d'ici la fin de l'année, va recevoir un kit. Donc, c'est 35 500 écoles qui vont être dotées de ce kit. Il y a aussi des outils pédagogiques qui ont été produits donc par, évidemment, l'éducation nationale en premier lieu, les enseignants eux-mêmes qui ont créé des fiches pour mettre en place l'activité, les fédérations du sport scolaire, fédération de rugby, cher François, qui a proposé aussi quelques idées, fédération d'athlétisme et d'autres. Donc, tout ça, aujourd'hui, c'est de la base de données accessible aux enseignants et ça va rester. Et puis l'éducation nationale investit pour accompagner ce qu'on appelle les conseillers pédagogiques dans les territoires, donc circonscriptions, départements, pour guider les enseignants à mettre en place l'activité. Ça, c'est parti, c'est lancé, c'est déjà en héritage. Voilà, ça fait partie du programme de l'éducation nationale et surtout, on a fait comprendre qu'il y avait des enjeux à le mettre en place pour des questions de sédentarité, je l'évoquais, mais surtout qu'il y avait des résultats positifs. On a diligenté une enquête qualitative au mois de novembre 2023 pour montrer les premiers impacts en fait, de cette mesure auprès du rectorat qui a été le rectorat pilote. Et là, on a des résultats très intéressants sur l'amélioration du climat de classe, plus propice aux apprentissages. 84% des enseignants déclarent que c'est plus propice aux apprentissages quand on a fait les 30 minutes. 91% disent que les enfants sont en meilleure santé, en tout cas en bien-être meilleur qu'avant. Ça, c'est vraiment des données intéressantes. Il y a aussi des données scientifiques qui nous avaient permis à l'époque de convaincre le ministre de l'Éducation, qui montrent quand même une corrélation entre apprentissage et activité physique. Cette mesure, elle vient de la Finlande, et quand on a eu besoin de convaincre le ministre de l'Éducation de l'époque, on lui a dit « les Finlandais, ils font quand même des 30 minutes tous les jours, et en plus, ils sont premiers au classement PISA », ce qui n'a pas à s'inspirer un peu des Finlandais. Oui, ça a été dur justement à convaincre parce qu'on sait quand même, on connaît un peu
les lourdeurs, ou en tout cas on entend parler, les inerties parfois de notre système. Est-ce que ça a été dur d'embarquer tout le monde? Oui, inertie du système et puis aussi les préjugés qu'on peut avoir. En France, on a la chance d'avoir Descartes, mais Descartes, il a séparé quand même le corps et l'esprit. Et pour beaucoup de gens dans notre pays, et notamment dans nos élites, il y a cette idée qu'on ne peut pas être un élève accompli si on fait trop de sport. Il faut forcément sacrifier l'un à l'autre, ce qui est complètement dingue, parce que c'est scientifiquement prouvé que non. On peut très bien, et au contraire, l'activité physique favorise les apprentissages. Donc ça a été dur effectivement à faire passer comme message. Et puis, il a fallu aller voir beaucoup d'échelons, puisque nous sommes une société à strates. Mais au final, on est arrivé. Et je crois que c'est aussi la force de Paris 2024, et c'est la nature même du projet, de fédérer beaucoup d'acteurs, d'avoir tout le monde autour de la table. Je le disais tout à l'heure, de façon transpartisane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a travaillé avec des acteurs de tous les bords politiques, mais il y a des convictions fortes derrière le projet, une volonté de laisser un héritage fort, une volonté en l'occurrence là pour les 30 minutes de changer la situation de santé de la génération 2024 et d'aller pour le meilleur. Donc voilà, fort de ces arguments-là, on a réussi. Donc les 30 minutes, c'est toi? Les 30 minutes, c'est Paris 2024. Ah, tu peux le dire. Voilà. Et les 30 minutes, ça a été un peu repris politiquement. C'est très bien. Alors franchement, quand les idées sont reprises par d'autres, c'est que c'était des bonnes idées et qu'elles sont partagées, ça veut dire que ça marche. Et pourquoi pas 1 heure? Pourquoi pas 60 minutes? Alors, il faut quand même être raisonnable avec l'éducation nationale. La recommandation, c'est 1 heure par jour. On se dit déjà, on fait les 30 minutes. Mais si vous me posez la question, je peux quand même vous raconter une autre histoire, un autre dispositif d'héritage qu'on a poussé fort et qui aujourd'hui se généralise, c'est l'aménagement des cours de récréation. Parce qu'il se trouve quand même qu'en France, dans nos cours de récréation, elles ne sont pas très genrées en termes d'occupation de l'espace, ou alors si plutôt elles sont très genrées, puisqu'il y a quand même des garçons qui aiment bien jouer au foot qui occupent 80% de la cour de récréation. Ceux qui aiment moins le foot et les filles en général sont sur les côtés. Et du coup, il y a une réponse assez facile pour s'assurer que l'occupation de l'espace est beaucoup plus équilibrée en termes de genre, c'est d'aménager en design actif la cour de récréation. En fait, on propose des marquages au sol, des petits murs d'escalade sur le mur d'enceinte de la cour de récréation. Tous ces jeux-là, naturellement, favorisent l'activité physique en mixité entre les filles et les garçons. Et donc, du coup, nous, on a proposé de financer un certain nombre d'aménagements en mode pilote, comme on avait fait pour les 30 minutes l'année dernière, en 2023. On a 160 cours d'école, 75 cours d'école qui ont été aménagés. Là aussi, gros succès. On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus genré, que les filles, autant que les garçons, étaient plus actifs dans ces cours de récréation. Et dans le nouveau plan de l'État, qui s'appelle Génération 2024, c'est le plan 5000 équipements de proximité, il y a 1500 cours d'école qui sont proposés en termes de financement pour l'année 2024-2026. Donc plutôt chouette, puisque ça aussi c'est un héritage qui va permettre de bouger pendant la cour de récréation, le temps de la récréation, mais aussi sur le périscolaire pour qu'on arrive à l'heure d'activité physique quotidienne. Si on fait 30 minutes dans le temps scolaire, 30 minutes en dehors du temps scolaire, on arrive à l'heure. Et ce design-là, qui l'a conçu? Alors, nous, on a produit des guides de design actif pour les cours de récréation. On est allé voir aussi nos amis du bâti scolaire de l'Éducation nationale pour avoir leur validation. Et ce guide a été produit à l'attention de toutes les collectivités, puisque les cours d'école sont sous la responsabilité des communes. Et donc, aujourd'hui, les villes ont des guides pour leur permettre de lancer des appels d'offres avec des enveloppes budgétaires. Vous avez 5 000 €, 10 000 €, 20 000 €. Voilà ce que vous pouvez faire de votre cours de récré. D'accord, avec des propositions d'aménagement. Et après, il y a des options. Mais par exemple, ces aménagements, c'est ton équipe qui a imaginé ces différents... Alors, on a travaillé avec des experts d'aménagement urbain. On a travaillé aussi avec une géographe, Edith Marié-Jules, qui a beaucoup travaillé sur justement l'occupation de la cour de récréation en termes de genre, pour qu'on propose les jeux qui soient les plus encourageants à la pratique en mixité. En fait, c'était ça. Donc, c'est pas n'importe quel jeu. Ce qu'on propose, ce sont évidemment des aménagements qui sont documentés et qui ont déjà fait leurs preuves. Est-ce que déjà, tu arrives à mesurer des résultats? Tu en as cité quelques-uns, mais notamment par rapport à la sédentarité, parce que je lisais encore un article hier qui disait que c'était quand même assez cata. Est-ce que déjà, ça se mesure ou c'est encore trop tôt?
Alors, c'est encore trop tôt pour voir l'effet sur la génération 2024, mais c'est sûr qu'il faut absolument le documenter. Donc, on travaille d'ailleurs avec l'Éducation nationale et le ministère des Sports, le CIO et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour avoir une méthodologie de mesure de la santé justement des élèves à l'avenir, pour qu'on puisse mesurer l'impact des 30 minutes sur la santé des prochaines générations. Parce qu'en concernant tous les élèves sur 5 années, entre le CP et le CM2, pour des élèves qui vont être plus actifs, c'est sûr qu'il va y avoir un effet sur leur santé. Donc il va falloir le monitorer. Ça, c'est une étape sur laquelle on travaille aujourd'hui, qui n'est pas simple, parce qu'on n'a pas encore cette tradition sur tous nos sujets d'évaluation. Mais ce sujet d'évaluation, pour s'assurer des bénéfices en fait, des programmes qu'on a lancés, nous a aussi beaucoup occupé avec l'État. Et aujourd'hui, on s'est mis d'accord avec l'État sur des mesures et des études d'évaluation qui vont être faites au lendemain des Jeux. Donc ça va être assez intéressant. Mais sur la sédentarité, pour en revenir à la question, nous, les programmes qu'on a proposés s'adressent là où sont les gens, donc bouger plus à l'école, bouger plus en ville et bouger plus au travail. À chaque fois, il faut proposer des activités qui sont simples, faciles d'accès, gratuites, pour que les Français se mettent à l'activité physique de façon très facile. Et il faut, encore une fois, monitorer et donc se donner un peu de moyens pour faire des études et montrer que ça marche. Ouais, toi, tu as la sensation que les mentalités changent, parce qu'il y a quand même un petit blocage dans nos élites. Le rapport au sport est quand même, je dirais même nos élites parisiennes, moi qui suis provincial. Voilà, on sent quand même que quand on est sportif, on est un peu suspect. Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, on compte vraiment sur les Jeux. C'est quand même notre pari, c'est de se dire que tout le monde va regarder les Jeux ou presque. En tout cas, il va y avoir un engouement autour des Jeux. Les Jeux les grands événements sportifs donnent toujours envie de pratiquer du sport. Ça se vérifie après chaque Jeux Olympiques ou Coupe du Monde de foot ou de handball. À chaque fois, il y a un engouement, notamment des jeunes, d'aller pratiquer du sport. Le sujet, c'est d'arriver à maintenir cet engouement pour qu'on puisse pratiquer sur le long terme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avoir cette grande cause nationale qui est déjà en 2024 actée, qui va se poursuivre au lendemain des Jeux, qui a prévu une grosse campagne de communication au lendemain des Jeux pour encourager tous les Français à faire du sport. Et puis là, dans cette période, on prend conscience quand même, vous le disiez François, il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui parlent du sujet de la sédentarité, qui alertent sur les enjeux de la sédentarité. Ça fait quand même prendre conscience aux gens qu'il faut bouger plus et surtout qu'il y a des solutions pour bouger plus, parce que le plus important, c'est pas tant d'alerter et de dramatiser la situation que de dire, mais en fait, il y a des solutions qui sont à portée de tous. Et donc, avoir mis les moyens pour pouvoir proposer des solutions, moi, je crois beaucoup aussi à la mobilisation des entreprises. On a lancé un challenge qui s'appelle Go for 30, comme 30 minutes. 30 minutes, c'est la recommandation pour les adultes d'activité physique au quotidien. Auprès de tous nos sponsors, donc on leur a dit, faites des activités physiques et sportives pour vos salariés sur le temps de travail, le matin, le midi, le soir, quand vous voulez, mais faites bouger vos collaborateurs et montrez que ça fait du bien à tout le monde. Donc on a 120 000 collaborateurs chez nos sponsors qui ont bougé plus au quotidien, avec du coup des activités, de la gym-do, du yoga, des concours divers et variés, du vélo, de la natation, de la course, enfin bref, ils ont été assez imaginatifs, mais surtout ils ont dédié du temps dans le temps de travail de leurs collaborateurs pour leur permettre de bouger plus, et de façon évidemment gratuite. Donc là aussi en termes d'égalité femmes-hommes d'accès à l'activité physique, c'était bien, parce que du coup ça a concerné autant les femmes que les hommes, et surtout ça a permis à l'entreprise de prendre conscience qu'elle avait elle-même un bénéfice à avoir mis en place ces activités. Et elle parle de bénéfices puisqu'on a du coup fait une étude pour savoir. Les premiers bénéfices sont des bénéfices sociaux, donc en termes de cohésion, décloisonner les équipes, mieux se connaître, créer de la cohésion, une ambiance de travail plus favorable et un bien-être au travail, se sentir mieux, être plus à l'aise. C'est évident que le sport intégré à une politique RH, ça doit être l'avenir. Nous aujourd'hui, à travers ce challenge
Go for 30 Minutes. Notre objectif, c'est que les DRH puissent aujourd'hui prendre le sujet du sport comme un outil d'attractivité dans leur fonction employeur pour recruter. Aujourd'hui, on a des sujets de recrutement dans les entreprises. On souhaite qu'elles fassent le pari du sport, qu'elles aient cette réputation d'être une entreprise où on fait du sport, on fait de l'activité physique et on passe des bons moments pour recruter. J'ai discuté récemment avec ADP qui clairement, grâce au challenge Go for 30, a envie d'investir sur le sport dans sa marque employeur à l'avenir. Ce sont des choses vraiment très positives et qui n'auraient peut-être pas été aussi largement déployées sans les jeux, puisque là, nos sponsors restent quand même des grandes entreprises fleurons de l'industrie française et qui ont testé ces dispositifs. Mais tu vois, pour aller dans ton sens, j'ai réalisé l'interview du président propriétaire du RC Toulon, qui a créé une biotech, une entreprise assez florissante, dont aujourd'hui il est plus propriétaire, mais où il y avait 6000 employés. Il disait, si j'avais un truc à refaire dans mon entreprise, ça serait justement d'intégrer plus le sport et de créer des structures de sport pour permettre aux employés, aux salariés parce qu'il dit que ça coûte finalement pas très cher. Exactement. Pour un bénéfice sans doute très important. Exactement. À la fois pour les salariés et donc pour l'entreprise aussi. Voilà pour aller dans ton sens. Tiens, on va faire un petit questionnaire héritage. Ah. Là, là je devrais y arriver. Tu devrais y arriver. Attends. Attends, parfois. Si tu devais retenir une action héritage des Jeux précédents, de ceux qui ont précédé Paris 2024. Ah, alors Barcelone. Franchement, Barcelone, ce qu'ils ont fait en termes d'héritage, là on parle beaucoup d'héritage matériel. À l'époque, 92, ils ont quand même complètement transformé la ville, d'une ville industrielle un peu inconnue, une parmi tant d'autres en Espagne, et ils ont construit une ville ouverte sur la mer, incroyable aujourd'hui, qui est quand même une métropole européenne qui accueille un nombre de touristes considérable tous les ans. Et je crois que la cérémonie d'ouverture aussi a été très marquante. Bon, ça c'est moins de l'héritage, mais c'était de très beaux jeux et voilà. Aujourd'hui, c'est une source d'inspiration. Je côtoie beaucoup les élus de Seine-Saint-Denis, ils sont beaucoup allés à Barcelone et ça les a beaucoup inspirés dans leurs rêves, dans leurs projets de construction d'héritage avec nous après 2024. Si tu devais citer un athlète qui s'est impliqué dans ton programme héritage? Alors je pense à Arnaud Assoumani, qui est un athlète paralympique, qui fait du saut en longueur. Arnaud, on s'est connus en candidature, parce que déjà il était impliqué. Pour la candidature, on est allé en Éthiopie, pour parler de sport et d'éducation. Mais surtout, il est impliqué dans notre fonds de dotation, puisqu'on a créé un fonds de dotation, je vous le disais tout à l'heure, et il est dans le comité de sélection, et il est très actif. Il a aussi suivi un dispositif, un programme d'incubation de projets donc social solidaire qu'il porte à côté de sa carrière d'athlète. Et Arnaud est de toutes les batailles pour parler d'inclusion, pour faire découvrir les sports paralympiques aux élèves. Il a fait toutes les semaines olympiques et paralympiques. C'est vraiment un athlète incroyable. Si tu devais citer un politique qui s'est vraiment impliqué dans ton programme? Alors ça c'est dur. non, je ne peux pas parce que en fait je travaille avec beaucoup de politiques. Oui, il faut donner, hein. Alors je vais te donner une réponse politique et après moins politique. Alors politique, évidemment pour réussir l'héritage des Jeux, il faut travailler avec tous les acteurs. Non, j'ai l'air de blaguer mais c'est une réalité et vraiment on a eu cette chance d'avoir un projet d'héritage complètement partagé auquel chacun était associé et a œuvré. Donc que ce soit le département de la Seine-Saint-Denis, l'État et bien évidemment la ville de Paris, la région Île-de-France, Marseille, enfin bref, on a réussi vraiment à avoir plein de politiques très impliquées et je pense avec beaucoup de sincérité aussi. Moi, je les ai beaucoup côtoyés et j'ai ressenti vraiment beaucoup de sincérité dans l'héritage des Jeux et leur volonté de vraiment de marquer leur territoire de l'empreinte des Jeux. Et puis, je vais quand même donner une réponse un peu plus perso puisque j'ai la chance de travailler au quotidien avec Pierre Abadan qui porte l'héritage des Jeux pour la ville de Paris. Il est adjoint à la maire de Paris au sport et au jeu. Et avec Pierre, on s'est connus quand on était jeunes. On était déjà fans de sport. On rêvait de travailler dans le sport. Et aujourd'hui, on le fait dans des fonctions différentes. Mais je dois dire que c'est assez sympa. On était stadistes tous les deux. Et voilà, c'est une jolie aventure humaine aussi. Stadiste, Stade Français. Si tu devais citer un dirigeant qui a marqué ton parcours? Bernard Lapasset.
Bernard Lapasset est donc un grand dirigeant du sport français. Il a présidé la fédération de rugby, World Rugby également. C'est lui qui a obtenu les Jeux pour le rugby à 7 quand même, enfin l'inscription du rugby à 7 aux Jeux. Et puis c'est aussi lui qui a cru à la candidature de la France quand personne n'y croyait. Il est allé chercher Tony Estanguet, il a monté ce comité de candidature. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il est venu me proposer de le rejoindre. Moi je l'avais connu quand je travaillais au comité olympique français. Il était président de la commission sport pro, donc j'étais une petite main à ses côtés pour lui préparer ses dossiers. Alors on parlait souvent rugby, donc c'est sûrement comme ça qu'on s'est bien entendu. Et puis après il m'a donné de belles opportunités. Grâce à lui j'ai siégé à la commission fédérale de la FFR, ce que je trouvais génial d'être au cœur du fonctionnement des clubs de rugby. Et puis il m'a aussi permis de siéger dans les panels disciplinaires de l'IRB pour les 6 nations. Donc là c'était autre ambiance incroyable. J'ai côtoyé des juges, des avocats anglais, gallois, irlandais pour siéger dans ces panels disciplinaire, c'était aussi une expérience incroyable. C'est toi qui sanctionnais les joueurs français Ah non, pas les Français. On ne siégeait pas évidemment pour son pays. Mais Bernard m'a ouvert beaucoup d'horizons, m'a beaucoup guidé. Il avait une bienveillance incroyable, une joie de vivre communicative. C'était vraiment un grand, grand monsieur. Si tu devais refaire ton programme Héritage Impact de Paris 2024, quelle action tu rajouterais en premier? Alors là où j'ai pas consacré suffisamment de temps, peut-être, c'est de travailler avec les entreprises sponsors des Jeux pour arriver à plus les connecter à ces sujets d'innovation sociale par le sport, pour faire grandir encore plus du coup cette vision que nous on partage à Paris 2024, mais qui a besoin d'être vraiment partagée à travers tout le pays, que le sport est un levier incroyable pour notre pays, pour répondre à tous les enjeux de notre société, pour l'éducation, pour l'inclusion, pour l'insertion professionnelle des jeunes, pour le climat. Voilà, c'est cette conviction-là, j'aurais souhaité la partager encore plus fort avec les sponsors des Jeux pour que demain, ils contribuent au financement du sport plus largement. Ils contribuent déjà, bien évidemment, mais on peut aller encore plus loin. Il faut toujours être plus ambitieux. Toujours plus. Plus haut, plus fort, plus vite, plus grand, plus... Voilà. Est-ce que la France est un pays de sport? Parce que c'est souvent un débat qu'on entend. Est-ce que pour toi, on a un pays de sport? Alors oui, on est toujours critique vis-à-vis de ça. On dit qu'on n'est pas une nation sportive, qu'il faut qu'on devienne une nation sportive. Moi, je crois qu'on est un pays de sportifs, ça c'est sûr. On a plein de grands champions. Les Jeux vont encore révéler plein de talents. Il va y avoir encore des surprises incroyables. Ce qu'on doit faire progresser, et je pense que les Jeux y contribuent, et en tout cas, c'était l'objectif qu'on s'était donné, c'est donner cette meilleure perception qu'on peut avoir du sport. Moi, je rêve que tous les parents se réjouissent quand le prof principal, c'est le prof de PS. Moi, je suis la première à me réjouir. Je vois que c'est pas toujours partagé par mes copains. Ça, par exemple, ça serait une réussite. Je crois que vous êtes d'accord avec moi là-dessus, François. Mais voilà, changer son regard, son rapport au sport en se disant que oui, le sport, c'est un secteur aussi classe que la culture. On parlait des élites tout à l'heure qui regardent le sport peut-être pas assez de façon positive. Si effectivement ils pouvaient regarder le sport autant que la culture, on aurait gagné un sacré pari. Donc on a encore des marges de manœuvre. En tout cas, nous, ce qu'on a porté comme message et qu'on va encore porter dans les mois qui viennent, c'est de dire que le sport, c'est évidemment de la haute performance, c'est aussi du développement du pratique pour que tout le monde puisse avoir accès à de la pratique sportive, mais c'est aussi un impact social positif. Et ça, ce volet-là, l'impact social positif du sport, c'est vraiment celui sur lequel on va beaucoup communiquer, on a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour du coup encourager les financeurs à venir investir dans le sport pour qu'on puisse davantage développer cet axe-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à faire du sport et quel était le sport dans lequel tu as... Alors, je ne me souviens pas moi quelle a été ma démarche, je sais juste que mes parents m'avaient inscrit à la danse classique et qu'un jour, ils ne pouvaient plus m'amener, c'était compliqué, mais qu'il y avait un club de sport, le Stade Français, qui faisait du ramassage d'enfants et qui les emmenait tout le mercredi après-midi. Ils ont testé ça et là, ils ont trouvé que là, j'avais trouvé ma voie, mon élément. Donc la danse classique, j'ai oublié immédiatement et je suis partie dans le sport. Et oui, donc je crois que le sport, comme pas mal d'enfants, ça m'a épanouie. Et donc au Stade Français à l'époque. Premier match en live, ton premier souvenir de spectatrice? Alors, spectatrice, je sais pas, souvenir un peu rigolo, je le partage, c'était à la radio, les Jeux de 84, j'étais dans les Pyrénées et j'écoutais les Jeux de 84 à Los Angeles à la radio, déjà Carl Lewis, avec mon père, donc c'était assez marrant parce qu'on avait assis, les bras croisés, la radio entre nous et on écoutait. Surtout que c'était quand même, il y avait un gros décalage. Il y avait gros décalage, donc c'était des explications, on nous racontait les histoires et ça, j'en garde un souvenir incroyable. Le sport avec lequel tu as accroché?
Alors j'ai commencé par l'athlétisme, j'aimais beaucoup ça, je trouvais que c'était, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je jouais au volley en scolaire à côté, et puis avec mon père en vacances. Et donc à la fin du lycée, j'ai basculé donc dans le même club toujours, mais dans une autre section. Et là j'ai fait du volley du coup au sein du stade pendant 10 ans, et je me suis aussi éclatée, j'ai trouvé des copines. C'est vrai que c'est un sport co, pratiquer un sport collectif, moi j'ai trouvé que c'était extraordinaire, donc ouais, beaucoup de volley. Puis aujourd'hui je fais toujours du sport. Plus de sport co parce que c'est très exigeant quand même les sports collectifs, les entraînements, les matchs le week-end. Mais oui, en tout cas, le sport fait partie de mon équilibre, ça c'est clair. Tu es allé jusqu'à quel niveau de compétition? Alors j'ai joué au Stade français en National 3, on a fait une saison en National 2 un peu douloureuse, mais voilà, c'était de très belles années au Stade français avec l'équipe de volley. C'était juste avant la fusion avec Saint-Cloud. Qu'est-ce que tu as appris de cette période-là? La générosité, le fait de donner pour les autres. Je crois que le sport et le sport collectif en particulier, c'est arriver à se transcender son niveau pour les autres. Ça m'a beaucoup appris, l'exigence aussi, le donner à l'entraînement, la rigueur. Ça, c'est des valeurs qui m'ont drivé au quotidien à l'époque dans ma pratique sportive, mais que j'ai pu voilà, mettre en œuvre dans ma vie quotidienne, se donner des objectifs, se lever de matin et en baver un peu parce qu'après, il y a le meilleur qui arrive. Ouais, ça, c'est le sport. La dernière fois que tu as été, je sais pas, ému, transporté Ému, alors je crois que le titre du volley à Tokyo des garçons, c'était quand même dingue, parce qu'on ne s'y attendait pas quand même s'il y avait eu des bons résultats avant. Champion olympique pour le volley, ça a été complètement dingue. Donc oui, là j'ai été hyper émue. Le sportif qui, je sais pas, actuel, que tu aimes regarder, ou la sportive, hein, dans un stade, dans une enceinte, en tant que spectateur? Alors plusieurs, Antoine Dupont, je viens de le citer, bon, c'est un joueur complètement dingue, j'aime beaucoup regarder le rugby, et j'avoue qu'on a la chance d'avoir un joueur français de ce talent, c'est dingue, et en plus il fait du 15, du 7, alors franchement c'est hallucinant. Je crois qu'on va faire de grandes choses en rugby cet été, j'espère bien pouvoir y aller. Après, j'ai beaucoup d'admiration chez les garçons toujours pour Kevin Mayer. Le décathlon me semble aussi une discipline complètement dingue. Il est en ce moment d'essayer de se qualifier à Rome pour les Jeux. Vraiment, je lui souhaite plein de courage. Il a été aussi ambassadeur de la semaine olympique et paralympique cette année. C'est un garçon aussi qui a beaucoup de valeurs autour de l'éducation par le sport, assez chouette. Puis après, il y a des athlètes qui vont être dingues. Il y a un Antonin Keita que j'adore, qui est une athlète paralympique en 400 mètres. Le 7 septembre, il faut regarder, ça sera sa dernière compétition, et c'est une athlète qui va tout donner cet été, qui a été ambassadrice de Paris 2024, elle aussi comme Arnaud Assoumani, très investie. Vous la voyez peut-être, elle a d'abord fait le discours à Lima, juste avant qu'on soit désigné ville haute, et puis aussi elle a accueilli la flamme du Bélem, elle a porté la flamme après Florent Manodiou à Marseille. C'est une incroyable athlète. Si elle est sur le podium, franchement, là aussi je pleurais un peu, je crois. Ah, ça va venir, il va y avoir un petit questionnaire. Tiens, bon, on va le faire maintenant. Tiens, le questionnaire Paris 2024, c'est parti. Une épreuve de Paris 2024 que tu ne rateras pas. Ah, la finale volley. J'y vais avec mes filles, parce qu'elles aussi, elles adorent le volley. Ça va être super. Le 11 août à 13h, porte de Versailles. D'accord. Une épreuve de 2024 où les Français vont cartonner. Alors, si je prends pas de risque, je dirais le hand, féminin, masculin. Et puis sinon, rugby à 7 quand même, ça va être dingo. Les filles aussi sont pas mal au rugby à 7. Je pense qu'on peut avoir aussi de belles médailles. Et puis après, je veux croire quand même qu'en athlétisme, on va avoir de belles surprises. Personne s'y attend, mais peut-être qu'on va avoir de belles surprises. Un moment de 2024 que tu attends? Alors, forcément, la cérémonie d'ouverture, parce que quand on bosse depuis 8 ans et demi sur Paris 2024, on a quand même envie que ça commence pour de vrai. Franchement, ça fait des mois et des mois qu'on travaille. J'aurais rien fait en plus sur le sujet, donc je serais complètement détendue sur cette cérémonie d'ouverture. Mais ça va quand même lancer enfin les Jeux pour nous, toutes ces années. Et ça va être un moment aussi de liesse populaire. Moi, je crois beaucoup aussi à la magie des Jeux pour avoir été sur des éditions des Jeux à Athènes, à Pékin. Je vois aussi l'engouement populaire que ça génère pour le pays hôte, pour la fête qu'il va y avoir. Paris va être complètement en fête, donc moi j'attends ça avec impatience. Et puis qu'on célèbre les champions français tous ensemble. Donc tu sais rien sur la cérémonie d'ouverture? Rien du tout. Bon. L'athlète dont la vie va changer après les Jeux de Paris 2024?
Alors, on ne les connaît pas forcément, c'est ceux qui vont être les grandes surprises des Jeux. Il y en a tous les ans. À Tokyo, on parle de Romain Canon, par exemple, et on a eu Emilio Andéol à Rio, juste avant. C'est des athlètes qui sont passés de l'ombre à la lumière, du coup, en une compétition, en quelques minutes pour certains. Donc ça va être la magie des Jeux. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on va avoir plein de ce genre d'histoires, parce qu'il va y avoir des carrés de supporters aux Jeux de Paris 2024. Donc ce sont des supporters qui s'organisent déjà aujourd'hui. Ils vont être dotés par Paris 24, ils vont avoir des chansons, ils sont en train de répéter, ils ont participé déjà à des championnats du monde, des championnats d'Europe pour se préparer, et ils vont pousser comme des malades derrière les athlètes français. Donc toutes ces belles surprises, on va en avoir pendant les Jeux. Le sport, on a compris la passion, on comprend le parcours, mais quand toi tu décides que ça devienne un objectif professionnel, c'est quoi le déclic en fait? Alors le déclic, c'est que quand j'étais étudiante, j'ai toujours été plus ou moins investie quand même dans les assos, donc j'étais au comité directeur de la section volley du Stade français, et puis j'étais aussi surtout élue à la Fédération française du sport universitaire, donc au comité régional au début, et puis à la Fédération du sport universitaire. Enfin, j'étais toujours intéressée en fait par le fonctionnement du sport, et là j'ai découvert en étant dans cette fédération qu'il y avait des métiers en fait, et qu'on pouvait travailler dans une fédération. Et là je me suis dit non mais ça doit être canon quand même de travailler dans le sport. Et quand j'étais en dernière année, un jour j'ai fait pour mon prof des recherches au ministère du travail, et à la machine à café, il y avait deux types qui discutaient. Il y en a un qui dit à l'autre « Ah, ça y est, les taxis ont enfin signé la convention collective, il n'y a plus que le sport qui n'a pas de convention collective. » Et donc là, je me suis dit, je faisais des études en droit du travail, j'étudiais le droit des conventions collectives, je me suis dit « Non, mais il faut absolument que je travaille là-dessus, il faut la faire, cette convention collective du sport. » Donc je suis allée voir mon président de la Fédération du sport universitaire, je lui ai dit « Voilà, j'ai un projet, je voudrais faire la convention collective nationale du sport. » Donc là, le type me regarde un peu, elle est allumée, celle-ci, mais il m'a orienté vers le comité olympique en me disant c'est là-bas que ça se passe. Et je suis arrivée au bon moment, puisque effectivement au comité olympique français, ils avaient cette réflexion d'avoir leur propre convention collective pour le champ du sport. Et donc comme je me suis proposée pour y contribuer, ils m'ont du coup pris en stage et ensuite recruté, et j'ai écrit cette convention collective de l'article 1 au dernier article, jusqu'à son extension. Donc c'est une drôle d'aventure, mais voilà comment est née l'envie de travailler dans le sport. Donc tout était prétexte pour travailler dans le sport, et donc pourquoi pas une convention collective. Ouais, c'est pas mal. Ça paraît pas glamour comme ça, mais non, au final, mais en fait, ça a été génial. Ça fait le parcours d'une vie. Qui a compté dans ton parcours, qui a fait qu'on a compris Bernard Lapassé par rapport au JO, mais en amont? En amont, Henri Serrandour, Jean-Paul Clémenceau, qui était du coup président et directeur de cabinet, directeur général du CNOSF, m'ont aussi beaucoup accompagné, aidé. À l'époque où je suis arrivée au CNOSF, c'était l'époque des emplois jeunes. J'étais moi-même emploi jeune. Donc c'est une époque où dans le mouvement sportif, beaucoup de jeunes, notamment diplômés, ont été, je dirais, injectés. En tout cas, ont été recrutés grâce à cette aide financière de l'État pour recruter tous ces jeunes, et qui ont du coup contribué à la professionnalisation des fédérations, du mouvement sportif, et donc y compris du comité olympique français. Et donc on était un certain nombre de jeunes, on était 12 emplois jeunes quand même à l'époque, et on amenait des projets, on avait des idées, et à chaque fois on avait des dirigeants, Jean-Paul Clémenceau et Serrandour, qui étaient toujours partants pour ces projets, et ça c'est assez dingue. Par exemple, en 2003 j'ai fait un master en management des organisations sportives, j'avais un sujet de mémoire, j'ai fait un sujet de mémoire sur la création d'une organisation d'employeurs de niveau européen. J'étais contente d'avoir fait mon mémoire, mais Jean-Paul Clémenceau m'a dit « Mais et si tu l'as créée, cette organisation, puisque tu as écrit ce qu'il fallait faire, tu n'as qu'à la créer ». Et du coup, on a créé cette organisation, c'est EASE, qui existe toujours, qui a réussi à construire, du coup j'ai travaillé 10 ans au sein de EASE bénévolement, j'étais secrétaire générale, et on a construit le comité de dialogue sectoriel en Europe pour le sport. Ça, si Jean-Paul Clémenceau ne m'avait pas dit « Chiche, fais-la cette association », je ne l'aurais sûrement jamais faite. Donc oui, j'ai eu des rencontres comme ça qui ont évidemment marqué ma carrière. Après, j'ai rejoint la Fédération française de football. Là aussi, j'ai rencontré des grands dirigeants, à commencer par Jacques Lambert, qui du coup m'a recruté pour lancer à l'époque, monter un institut de formation pour le football. Ça a été une extraordinaire aventure. Côtoyer Jacques Lambert au quotidien, pour moi, a été très riche. J'ai beaucoup appris. Il est exigeant, évidemment, et pour moi, ça a été vraiment important pour apprendre à continuer à travailler, à progresser. Et puis ensuite, j'ai travaillé aux côtés de Noël Le Graët, en dirigeant notamment le foot amateur, qui a été aussi un
gros challenge professionnel dans un milieu que je ne connaissais pas, particulier évidemment, très masculin, avec beaucoup de codes que j'ai appris à connaître, et en même temps un moment de la fédération où Noël Le Graët avait impulsé une modernisation aussi des instances de la fédération, donc un moment clé où j'ai beaucoup appris. On dit souvent que le sport permet d'apprendre des choses sur soi. Qu'est-ce que tu as appris toi sur toi ? Alors j'ai appris peut-être ma capacité à convaincre, parce que sur tous ces projets, il a fallu embarquer des gens. On ne fait rien seul, de toute façon, que ce soit dans le sport ou ailleurs. Et voilà, j'ai appris que j'avais cette force-là de pouvoir convaincre les autres, d'y croire d'abord avant de commencer, puis d'y travailler, de se remonter les manches et de donner le maximum pour faire vraiment naître les projets, les faire vivre et les déployer. Est-ce qu'on apprend à perdre dans le sport ? En tout cas, c'est ce rapport à l'échec, est-ce que ça t'a fait évoluer ? Oui, aussi beaucoup. Ça permet de relativiser aussi dans les moments durs, notamment dans les carrières professionnelles, c'est jamais linéaire, mais l'échec, c'est une étape. Et donc, quand on la vit, il faut arriver à la digérer et à relativiser que c'est qu'une étape et qu'il y a autre chose qui va venir après. Donc oui, ça c'est sûr, c'est un très bon apprentissage et très utile parce que dans le sport comme ailleurs, les échecs nous rendent plus forts. Enfin, c'est assez commun de dire ça, mais c'est aussi une réalité. Ça amène aussi à se poser des questions sur les erreurs qu'on a pu commettre pour arriver à ces échecs. L'après, justement, tu parlais, c'est quoi l'après pour toi ? C'est la grande inconnue pour l'instant, pour de vrai. Il faut que je m'y penche, hein. Mon mari me le dit très très souvent, il faut que tu penses à l'avenir. Aujourd'hui, j'ai quand même envie de profiter des Jeux à fond et je suis tellement contente aussi de tout ce qu'on a pu faire à Paris 2024 par rapport au projet initial qu'on avait. Ça m'a beaucoup mobilisée et donc du coup, je me pose maintenant la question de demain. Comment continuer à travailler pour le développement du sport. Voilà, c'est ça voilà, vers quoi je me dirige. Il faudra que je trouve ma place pour contribuer à continuer cette aventure. D'accord, mais tu la vois plutôt dans la sphère privée, plutôt dans... Aujourd'hui, je n'ai pas les idées forcément arrêtées. J'ai travaillé aujourd'hui exclusivement dans le mouvement sportif, donc ça serait prendre des risques que de sortir du milieu du sport, mais pourquoi pas si ça peut contribuer à continuer à faire grandir le sport. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux conserver un lien avec le sport, mais aussi cette dimension sociale en fait. Toutes les politiques RSE m'intéressent énormément. J'ai forcément beaucoup travaillé l'ensemble de ces sujets, toujours avec le sport comme support, comme ça peut être la culture pour d'autres. Moi, ça a été le sport, mais tous ces enjeux de RSE aujourd'hui me passionnent et m'ont beaucoup mobilisé ces dernières années. Le moment le plus fort que tu as vécu là de la candidature à, on va dire jusqu'à la cérémonie d'ouverture, c'est quoi ? Alors, dans l'aventure Paris 2024, le moment le plus fort, peut-être... Il y aura le plus fort et le plus dur. Alors, plus fort, peut-être la généralisation des 30 minutes quand même. Quand le président de la République l'a annoncé, j'avoue que ouais, c'était quand même fort. Plus dur, le plus dur... c'est le bashing parfois sur des projets par méconnaissance en fait. Ça c'est dur de voir qu'il y a du bashing sur des enjeux sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, où on a beaucoup travaillé et de se dire non mais c'est trop dommage en fait, c'est pas vrai, il s'est passé des choses positives. Donc ça c'est l'injustice pour moi est très difficile à vivre. On dit que les valeurs du sport, c'est un peu comme dans l'entreprise. Est-ce que les valeurs de l'olympisme irriguent on va dire le monde du COJO, du COJOP? Oui, non, pour de vrai, j'ai quand même j'ai 3 expériences professionnelles chez 3 employeurs différents. Ici, il y a une bienveillance réelle. Franchement, je veux pas de... je parle très sincèrement. Et il y a aussi une qualité incroyable, et c'est aussi l'olympisme, c'est le croire en nos rêves, en fait, c'est-à-dire s'ouvrir le maximum les ambitions. Et voilà, avoir cette ambition collective, ça fait partie aussi des valeurs de l'olympisme, mais viser haut, plus fort, plus vite, c'est aussi ça. Et ici, je crois qu'on l'incarne pas mal. Et dans cette ambiance, tu le disais tout à l'heure, avec du coup beaucoup de gens qui ont un parcours dans le sport, donc on a aussi une vision partagée, vécu une relation au sport partagée, ça aide sûrement aussi à mieux se comprendre dans les moments sûrement difficiles et pour aller au-delà et continuer d'avancer. Dernière question que j'appelle RSE. Est-ce que tu veux parler d'une association en quelques mots qui te tient à cœur ?
Alors peut-être Kaboubou, une petite assoce qui est devenue une grande assoce aujourd'hui d'ailleurs, qui est née en candidature à l'occasion d'un hackathon qu'on avait organisé pour trouver des solutions pour mieux inclure les réfugiés. Donc c'était que des jeunes dans une salle à Paris pendant toute une journée et les lauréats, c'était 2 jeunes qui nous ont proposé ça. Donc Kaboubou, ça veut dire bienvenue en Swahili je crois. Et l'idée c'était d'utiliser le sport pour inclure les publics réfugiés dans un territoire. Et Kaboubou, du coup, a grandi avec Paris 2024. Ils ont été lauréats de Talent 2024, qui est un appel à projet de la mairie de Paris, évidemment de Impact 2024, notre appel à projet. Ils ont rencontré plein d'acteurs, ils ont réussi à lever des fonds. Et c'est aujourd'hui une association qui grandit, qui ne fait que grandir et qui mène un travail incroyable pour aider les réfugiés à s'insérer dans le territoire dans lequel ils arrivent, à rencontrer les autres par la pratique sportive et vraiment l'équipe avec Mélanie qui la dirige est formidable et c'est une très très belle aventure humaine Kaboubou. J'ai 2 questions. C'est le questionnaire post-scriptum, le livre que tu aimes et que tu peux relire comme ça et qui serait à ton chevet. La promesse de l'aube de Romain Gary. C'est un livre bouleversant, j'avoue que j'ai pleuré quand j'ai lu ce livre et qui m'a beaucoup questionné sur la maman que je voulais être à l'avenir quand j'étais pas encore maman mais qui me questionne toujours. Un passage ou une situation que tu connais par cœur ou une devise? Le hasard ne favorise que les esprits préparés. Ça, c'est Pasteur. C'est quand j'ai fait un job d'été à 18 ans, il y avait marqué ça dans la boîte dans laquelle je travaillais. À l'entrée, tous les matins, je lisais ça et ça m'a marqué. Et ça me guide tous les jours dans ma carrière professionnelle. Le hasard ne favorise que les esprits préparés. Elle est belle, cette phrase. Bon, on va terminer sur ça. Te remercier, Marie. Et puis te souhaiter de bons jeux. Merci beaucoup. À très bientôt. Très bientôt. One, two, trio.